Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. La santé mentale, on en parle aujourd'hui dans Bien dans son job à travers une application. Et Juliette Lachenal nous parlera de cette application. Elle l'a créée, elle est fondatrice et CEO de Pepsi avec 2P. Le livre de Smart Job, c'est dans la boîte, chronique de l'entreprise, c'est savoureux et très documenté aussi. L'un des auteurs sera avec nous, Jérôme Miara, co-auteur et PDG d'OBA. Il nous présentera son livre. Et puis le débat d'actualité, riche actualité. Index senior retoqué, repoussé en tout cas par les députés à l'Assemblée nationale. On parlera du chômage au plus bas depuis 2008. On parlera aussi du dialogue social. Ça ne se passe pas forcément très bien, que l'on soit un partenaire social salarié ou patronal. Et puis on viendra sur le coup de gueule de la CPME qui aimerait bien, revoir ce service minimum. On est évidemment dans une séquence de mouvement social. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on terminera avec les jeux vidéo. Devenir testeur ou testeuse de jeux vidéo. C'est un programme de formation. On en parlera avec Marianne Tostevin. Elle est coprésidente d'Horizon Jeux Vidéo. C'est une formation en partenariat avec la région Île-de-France. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup dans notre émission de la santé mentale des collaborateurs, des salariés, impactés très fortement d'ailleurs après cette crise Covid et pendant la crise Covid. Et on en parle avec Juliette Lachenal. Bonjour Juliette, fondatrice CEO de Pepsi, j'ai bien précisé Pepsi avec 2P. Et un Y. Et un Y, oui en effet, sur la petite canette c'est un I. On est tellement habitué à boire ce breuvage sans même regarder l'orthographe. Vous êtes diplômé en psychologie clinicienne à Paris et depuis presque maintenant 2 ans, vous développez, et vous allez nous présenter cette application là aujourd'hui, vous développez un outil au service des entreprises, mais surtout au service des collaborateurs. Comment est née cette idée ? Parce que c'est vrai qu'on adresse souvent par visio, par téléphone, par échange, mais la massification n'avait pas été imaginée. Comment c'est né tout ça ? Alors l'idée est venue en fait de ma pratique de psychologue clinicienne où en moyenne les gens avant de prendre leur premier rendez-vous mettaient 1 an et demi à 2 ans. Donc ça veut dire que le problème commence et avant de se dire ok je fais le pas, je prends rendez-vous avec un psy, il y a de longs mois voire des années qui passent. Donc ça veut dire que la santé mentale de la personne se dégrade. Donc, on n'ose pas ? On n'ose pas, ça coûte cher. Est-ce que en fait je vais être manipulée ? On a plein de freins qui font hyper peur. Et puis on a aussi les mauvaises expériences qu'ont les uns et les autres qui fait encore plus peur. Donc il y a vraiment et puis il y a aussi la difficulté de dire en fait moi j'ai besoin d'aide. Là je sens que j'ai besoin d'aide. C'est là où il y a le frein. C'est accepter l'idée de dire je vais vraiment pas bien. Souvent on résiste à cela. Ouais, on se dit ça va aller mieux. Vous partez de ce diagnostic et vous dites aujourd'hui il faut adresser différemment cette offre parce qu'il y a un besoin. L'idée c'est quoi ? C'est d'abord tous les modes de communication tech, de lien tech, et puis aujourd'hui c'est l'aboutissement, c'est l'application, c'est ça ? En fait le point de départ c'est vraiment d'aider chacun à prendre soin de sa santé mentale. Santé mentale, c'est un mot qui fait très peur, donc c'est prendre soin de son bien-être, de se dire en fait comment on redescend d'un cran là. Mais c'est la même chose, c'est de se dire en fait tout comme je prends soin de ma santé physique, je dois prendre soin de mon bien-être mental. Donc ça c'est vraiment le point de départ. Et donc pendant 2 ans, ce qu'on a testé, c'est par des vidéos, des programmes vidéo. On a testé avec plus de 35 000 utilisateurs, donc c'est énorme. Des programmes vidéo pour permettre à chacun de prendre soin de soi. Votre équipe, elle est intéressante parce qu'on peut le dire, votre mari, qui était l'ancien président de Croissance Plus, si je ne m'abuse. Non, je dis pas de bêtises, c'est Thomas Bechtoil. Non, Thibaut Bechtoil nous a conseillé. Voilà, c'est ça, c'est Thibaut Bechtoil qui vous conseille, mais celui qui préside le comité scientifique, c'est pas n'importe qui, c'est Boris Cyrulnik. Tout à fait. Avec d'autres médecins, mais c'est Boris Cyrulnik qui vient aussi apporter, je dirais, sa contribution. Qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce qu'il amène ? Parce que Boris Cyrulnik parle beaucoup des enfants. Qu'est-ce qu'il vient apporter aussi en direction des collaborateurs ? Alors, Boris Cyrulnik a travaillé, et c'est l'immense partie de son travail, sur la résilience. Donc la résilience, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu pendant le Covid. Un peu usé le mot. Exactement. En fait, la résilience, c'est ma capacité à rebondir face aux difficultés. Et on est résilient... Et à reprendre ma place. Exactement. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on va être résilient quand on vit quelque chose de très difficile et qu'on peut continuer à vivre. Et tout le travail de Boris Cyrulnik, ça a été de se dire, en fait, comment on renforce les ressources pour pouvoir
vivre ce qui est difficile à vivre dans la vie. Et dans la vie, on a tous des difficultés. On a envie de comprendre un peu concrètement, parce que l'application va sortir ou est sortie, elle est sortie, elle est toute jeune. C'est un outil sur lequel moi je pourrais cliquer en fonction de mes besoins, et c'est-à-dire donc dans l'intimité de ma relation avec mon téléphone, sans passer par les DRH. Comment ça se passe pour revenir aux freins dont vous parliez tout à l'heure? Oui, tout à fait. Donc un des freins, effectivement, très important, c'est de dire je vais pas bien et que le dire à quelqu'un d'autre. Donc l'application, c'est une application que met à disposition votre entreprise pour vous, et vous l'utilisez quand vous le souhaitez, et l'entreprise ne saura pas que vous vous êtes connecté. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez sur l'application. Quand on rentre dans l'application, il y a un baromètre de bien-être mental pour que vous puissiez évaluer où vous en êtes. Parfois, on sent un peu confusément qu'on n'est pas très bien, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Donc ce baromètre permet en fait de mieux se connaître, de mieux savoir où on en est. Et ça, c'est une des bases pour être plus résilient, c'est apprendre à se connaître. Et ensuite, ce baromètre nous permet de pousser du contenu qui est adapté pour vous. Donc on personnalise l'expérience avec ce baromètre. Un diagnostic qui permet donc de ne pas massifier, mais d'avoir vraiment une réponse individualisée. Oui. Puis ensuite, une réponse individualisée parce que fléchée automatiquement vers les contenus. Donc c'est du contenu, oui. Est-ce que vous allez jusqu'au bout de l'expérience? C'est-à-dire, une fois qu'on a observé, lu, imprégné de tout le travail que vous avez fait, qui est un énorme travail, est-ce qu'ensuite j'ai accès à un psychologue ou pas? Oui. Alors en fait, effectivement, on va sur l'application, on va par exemple, si on sent qu'on est assez stressé, il y a du contenu pour apprendre à gérer son stress. Et parfois, en fait, notamment pour la gestion du stress, c'est lié à des choses qui ont été vécues plus difficiles dans le passé. Et donc, il faut aller travailler sur ça pour apaiser le présent. Et donc là, à ce moment-là, on propose des consultations avec des psychologues. La machine détecte ça, Juliette? C'est-à-dire que la personne comprend que ce que vous lui offrez est très bien, mais ne va pas assez loin par rapport à sa difficulté. Vous évoquez des difficultés dans l'enfance, c'est souvent des résurgences de l'enfance. Là, comment ça se passe? Alors en fait, ça va vraiment être dans le contenu qui est proposé, où en fait qu'on explique d'où vient le stress et on explique qu'il y a des choses qui sont du passé et donc sur lesquelles il faut agir autrement en se faisant aider. On est vraiment dans rendre la personne actrice de son bien-être mental. Et libre à tout instant de pouvoir venir sur l'appli quand elle le souhaite. Tout à fait. Il n'y a pas de programme où elle reçoit des formations ou des pop-up qui viennent lui indiquer. Elle va librement sur l'application. Oui. Vous suivez évidemment l'activité, j'imagine, de votre appli. Là, elle démarre, donc vous avez très peu de recul. Oui. Mais les gens, ils vont le matin, le soir, le midi, à la pause, parce qu'il y a un vrai sujet là. Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, effectivement, comme vous disiez, en fait, l'application est lancée depuis décembre, donc on n'a pas suffisamment de recul. On a 4000 collaborateurs qui y ont accès. L'utilisation est assez différente pour les uns et les autres. Il y en a qui vont écouter, puisqu'on a des podcasts, qui vont écouter les podcasts sur les temps de trajet, ceux qui sont en voiture. Il y en a d'autres qui vont utiliser le soir chez eux, d'autres dans les toilettes. Enfin, franchement, il y a de tout type, parce que beaucoup de personnes utilisent les smartphones aux toilettes. Qui ne l'a pas fait? Exactement. Qui n'a jamais utilisé un smartphone aux toilettes me jette la première pierre. Donc ça veut dire que c'est des moments aussi, un peu d'intimité que l'on a. On a un mal-être. Ça arrive parfois au bureau. On s'isole et on peut aller chercher l'information ou l'élément de relaxation qui va me remettre dedans. En fait, on a des outils qui peuvent être utilisés en quelques minutes. C'est-à-dire, par exemple, on a un outil qui est la respiration anti-panique. Et donc cet outil-là, on peut s'enfermer dans une pièce ou dans un endroit où personne nous dérange pour avoir une réunion importante, avoir une échéance on sent qu'on perd nos moyens, on fait cette respiration, ça apaise et on relance. Et pour rectifier, votre mari s'appelle Timothée Lachenal. Tout à fait. Voilà, comme ça qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'il ne soit pas déçu en regardant l'émission. Et il est ingénieur, donc vous êtes très complémentaire aussi dans le processus de construction de cette application qui démarre. Elle est née en décembre et évidemment à destination de l'entreprise qui va ensuite la distribuer et la proposer aux collaborateurs des entreprises. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Juliette Lachenal, et c'est Pepsi avec un Y. Avec un et 2P et un Y, cette application à destination de vous, qui êtes parfois tout simplement pas forcément dépressif, mais dans le mal-être. Oui, c'est vraiment, en fait, même pour les personnes qui se sentent bien, en fait, c'est important de renforcer ces ressources pour pouvoir, le jour où il y a une difficulté, pour pouvoir être prêt à l'affronter. Oui, exactement. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, on va parler des DRH. Tiens, vous les rencontrez, des DRH, pour leur proposer Pepsi, évidemment. Un livre original, c'est le livre de Smart Job. C'est dans la boîte. Oui, c'est un jeu de mots entre le cinéma et l'entreprise. Et on accueille l'un des co-auteurs dans le livre de Smart Job.
Le livre de Smart Job, pour faire un petit pas de côté, alors on parle des RH, on a beaucoup de DRH sur ce plateau, on parle de l'entreprise, de l'emploi. Là, c'est un livre qui s'appelle « C'est dans la boîte, chronique de l'entreprise », vraiment un livre excellent. Jérôme Mira et Laurel Maty. Jérôme Mira est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Auto-édité, il faut le préciser tout de suite, Cambios OBA, OBA votre société, Cambios votre société. Oui. Ce livre, vous l'avez fait. Parce que c'est intéressant, c'est que c'est un livre que vous allez offrir, on est bien d'accord. C'est pas un livre que vous irez chercher à la FNAC ou je ne sais où. C'est un livre que vous offrez. Alors, le livre est intéressant parce que on en voit que la couverture, mais il est fait en deux parties. Il y a un vrai scénar, parce que vous l'avez coécrit avec quelqu'un qui écrit notamment des scénars, Laurel Maty. Et puis à côté, il y a une partie très didactique, et j'imagine que vous y avez mis votre patte. Et c'est l'histoire de deux personnages, Karine et Thomas. Oui. Ils arrivent le matin au boulot, c'est ça l'idée? Alors Thomas est directeur général de Ludo Express. Ludo Express. Ludo Express, voilà, il distribue des jouets, ça fait 10 ans qu'il est directeur général. On comprend qu'il a mis beaucoup d'énergie dans l'entreprise, qu'il a réussi à créer une bonne dynamique, mais le fait est que depuis 2-3 ans, les résultats sont beaucoup moins bons et que ses parts de marché s'érodent. Et donc il y a tout un questionnement qui arrive et son conseil d'administration lui impose une DRH. C'est ça. Parce qu'il y a l'intuition finalement que peut-être que ces problèmes de performance sont liés à des problèmes de ressources humaines et plus particulièrement de compétences. Et Karine, dans l'histoire, vit elle aussi dans l'entreprise, dans la boîte. Il y a des petits moments savoureux. Là, il y a une réunion en page 24. On parle beaucoup d'émotions. Karine n'apprécie pas et dans son moment d'émotion, enchaîne sur une colère rentrée. Elle n'est pas venue ici pour regarder couler l'entreprise avec lui, ni pour récoper. Alors, sa période d'essai, elle peut très bien s'arrêter dans 15 minutes. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en face, il y a comment définir les compétences et qui renvoie à la question du sens. Là, on a une collaboratrice, qui ne se faisait pas il y a 20 ans, dit « Moi, si vous voulez, dans 15 minutes, je m'en vais. Je claque la porte. » C'est un phénomène incroyable, alors qui est décrit presque d'une manière littéraire. Mais en fait, c'est un phénomène que vivent les chefs d'entreprise, ça. Tout à fait, la parole est libérée et il y a une exigence de sens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le sujet des compétences, c'est un sujet qui finalement est à la fois factuel, mais aussi très émotionnel, parce qu'il renvoie énormément de choses vers sa personne. Et donc, réussir à développer, à mettre en place une dynamique de compétences dans l'entreprise, s'appuie énormément sur le sens. On n'arrivera pas à convaincre les collaborateurs d'investir dans le développement de leurs compétences s'ils n'en comprennent pas le sens. Comment vous la faites évoluer, votre histoire? Parce qu'on voit effectivement que Thomas tire un peu la langue, qu'il y a le DRH, il y a toutes les difficultés que vit un chef d'entreprise qui porte sa boîte. Il y a Karine. Vous l'emmenez jusqu'où, l'histoire? Alors, on l'emmène jusqu'à... Sans spoiler. Sans spoiler, mais on l'emmène jusqu'à un premier succès. C'est-à-dire qu'au fond, les salariés de l'entreprise ont fini par comprendre que c'était dans leur intérêt de développer des compétences. Les managers ont fini par comprendre qu'il fallait lâcher prise. Le rôle du management est essentiel dans ce type de dynamique. Vous appelez ça un New Deal? Oui, un New Deal, parce qu'effectivement, ça suppose de renverser un peu la vapeur, d'imaginer un peu les choses autrement. Quand on parle de management, on a tous en tête, il y a des modèles qui résistent énormément, les modèles très verticaux, très hiérarchiques. Qui s'usent, qui disparaissent, ou ils sont toujours là? Ils ont un peu la vie dure, et donc ils s'installent, et il faut faire tout un travail auprès du management pour qu'ils comprennent que ce qu'on attend de lui, c'est pas d'imposer les choses, c'est pas de dire les choses, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les 4C, ces compétences du futur, la communication, la coopération, la créativité, le sens critique. Et c'est ça le rôle du manager, c'est de faire cohabiter ses collaborateurs autour de ces compétences clés. Indépendamment de Laurel Maty, qui effectivement apporte cette touch un petit peu artistique. Qui est fondamentale dans l'ouvrage. Parce que c'est un peu la matrice, mais il y a tout le travail aussi didactique que vous proposez. Vraiment, ce livre est intéressant pour ça. Qu'est-ce que vous dites, vous, qui avez un regard finalement panoramique à travers vos structures, qui accompagnez des entreprises? Ça change lentement, ça se transforme. Comment ça se vit, vous qui les rencontrez, ces dirigeants? Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante de la part des dirigeants. C'est-à-dire que le sujet des compétences fait partie maintenant de l'agenda stratégique. Mais entre le fait de mettre ça à l'agenda stratégique et de comprendre comment on arrive à créer une dynamique, il y a un écart qui est très important. Et c'est l'objectif de ce livre, de montrer finalement, d'ouvrir la boîte. La boîte, c'est l'entreprise.
et de comprendre comment on peut trouver les clés du succès, quelle doit être la remise en cause de la part du dirigeant, qui doit faire un pas vers l'autre. C'est ça, toute cette histoire qu'on raconte. Tome 1, quand on met sur un livre, même auto-édité, tome 1, ça veut dire que vous avez déjà en tête le tome 2. Il est déjà c'est juin, sur le métier. C'est ça, la compo est presque prête. C'est quoi le tome 2 C'est quoi la suite? Le tome 2, c'est le futur du travail. Future of Work avec Karine et Thomas. Hein. Alors on va voir, on va peut-être un peu changer les rôles. On va voir. J'aimerais bien d'ailleurs avoir une directrice générale plutôt qu'un directeur général. Vous inversez. Un peu de. Ouais, une femme un peu de au pouvoir. Un peu de diversité. Mais ces deux sujets sont extrêmement liés, si vous voulez. Le sujet des compétences et le sens qu'on arrive à donner autour de ce sujet des compétences est extrêmement lié à la qualité des emplois et donc à l'organisation du travail dans le futur. La qualité des emplois, c'est le contenu, c'est l'environnement de travail et c'est la rémunération. Et il nous semble que c'est un sujet majeur. Dans cet ordre ou vous le mettez dans le désordre? Parce qu'il y a un vrai débat là. Alors, si vous voulez, le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui est relativement bien traité en France. On voit qu'il y a des négociations se passent bien. Le sujet de l'environnement du travail, il y a eu un fort investissement de la part des entreprises, avec le télétravail, avec la façon de repenser des espaces de travail. De notre point de vue, le sujet du contenu du travail reste un sujet à explorer profondément. Et c'est ça qui va permettre aux salariés de comprendre l'intérêt de développer de nouvelles compétences. Jérôme, avant de nous quitter, il y a le contenu du travail, mais il y a un autre sujet, on n'a plus le temps de le traiter, mais c'est aussi le rapport contractuel, la façon dont on contractualise une relation. Elle évolue aussi. Elle évolue énormément. Nous, on fait des enquêtes auprès des jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de la flexibilité. Ils veulent apprendre en continu. Et ils veulent avoir une part assez importante de relations digitalisées. Mais c'est ces trois sujets qui sont au cœur de leur préoccupation. Il va falloir que les entreprises s'y préparent. Le casse-tête du dirigeant qui a créé sa boîte au XXe siècle. Exactement. Avec des modèles qui doucement s'effritent. Voilà, qui s'effritent. Rencontrez Jérôme Mira. Avec grand plaisir. Et envoyez-moi des mails, je vous offrirai. Envoyez des mails, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que pour accéder à ce livre qui est à la fois drôle. Il y a des dessins aussi qui sont. C'est fait par qui les dessins? Alors, on a une agence de communication et donc on a fait travailler nos directeurs artistiques et nos créateurs sur le sujet. Écoutez, ça met en valeur vos collaborateurs pour le coup. Franchement, c'est très bien fait. C'est un livre intéressant et très documenté par ailleurs. Merci Jérôme Mira. Et puis passez le bonjour à Laurel Maty, votre co-auteur. Voilà pour le livre de Smart Job, c'est dans la boîte. Mail, c'est facile, vous trouvez facilement sur LinkedIn. Jérôme Mira. On fait une courte pause, on se tourne vers le cercle RH, les experts de Smart Job. Comme chaque vendredi, l'actualité est chargée. On va parler de l'index senior. Ça s'est pas bien passé à l'Assemblée nationale. On parlera du chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 2008. On parlera aussi du dialogue social. Ça se passe pas forcément très bien entre les partenaires sociaux. Et puis le coup de gueule de la CPME qui aimerait bien revoir le service minimum alors que nous sommes en plein mouvement social de ronde, de mouvement de grève. Voilà le programme. Il est riche, c'est juste après la pause et j'accueille mes invités. Le livre de Smart Job, pour faire un petit pas de côté, alors on parle des RH, on a beaucoup de DRH sur ce plateau, on parle de l'entreprise, de l'emploi. Là, c'est un livre qui s'appelle « C'est dans la boîte », chronique de l'entreprise, vraiment un livre excellent. Jérôme Mira et Laurel Maty. Jérôme Mira est avec nous, bonjour Jérôme. Bonjour. Auto-édité, il faut le préciser tout de suite, Cambios OBA, votre société, Cambios votre société. Oui. Ce livre, vous l'avez fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre que vous allez offrir, on est bien d'accord. C'est pas un livre que vous irez chercher à la FNAC ou je ne sais où. C'est un livre que vous offrez. Alors, le livre est intéressant parce que on en voit que la couverture, mais il est fait en deux parties. Il y a un vrai scénar, parce que vous l'avez coécrit avec quelqu'un qui écrit notamment des scénars, Laurel Maty. Et puis à côté, il y a une partie très didactique, et j'imagine que vous y avez mis votre patte. Et c'est l'histoire de deux personnages, Karine et Thomas. Oui. Ils arrivent le matin au boulot, c'est ça l'idée? Alors Thomas est directeur général de Ludo Express. Ludo Express, voilà, il distribue des jouets, ça fait 10 ans qu'il est directeur général. On comprend qu'il a mis beaucoup d'énergie dans l'entreprise, qu'il a réussi à créer une bonne dynamique, mais le fait est que depuis 2-3 ans, les résultats sont beaucoup moins bons et que ses parts de marché s'érodent. Et donc il y a tout un questionnement qui arrive et son conseil d'administration lui impose une DRH. C'est ça. Parce qu'il y a l'intuition finalement que peut-être que ces problèmes de performance sont liés à des problèmes de ressources humaines et plus particulièrement de compétences.
Et Karine, dans l'histoire, vit elle aussi dans l'entreprise, dans la boîte. Il y a des petits moments savoureux. Là, il y a une réunion en page 24. On parle beaucoup d'émotions. Karine n'apprécie pas et dans son moment d'émotion enchaîne sur une colère rentrée. Elle n'est pas venue ici pour regarder couler l'entreprise avec lui, ni pour récoper. Alors sa période d'essai, elle peut très bien s'arrêter dans 15 minutes. J'ai pris cet exemple-là parce que en face, il y a comment définir les compétences et qui renvoie à la question du sens. Là, on a une collaboratrice, ce qui ne se faisait pas il y a 20 ans, dit « Moi, si vous voulez, dans 15 minutes, je m'en vais. Je claque la porte. » C'est un phénomène incroyable, alors qui est décrit presque d'une manière littéraire. Mais en fait, c'est un phénomène que vivent les chefs d'entreprise, ça. Tout à fait, la parole est libérée et il y a une exigence de sens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le sujet des compétences, c'est un sujet qui finalement est à la fois factuel, mais aussi très émotionnel, parce qu'il renvoie énormément de choses vers sa personne. Et donc, réussir à développer, à mettre en place une dynamique de compétences dans l'entreprise, s'appuie énormément sur le sens. On n'arrivera pas à convaincre les collaborateurs d'investir dans le développement de leurs compétences s'ils n'en comprennent pas le sens. Comment vous la faites évoluer, votre histoire? Parce qu'on voit effectivement que Thomas tire un peu la langue, qu'il y a le DRH, il y a toutes les difficultés que vit un chef d'entreprise qui porte sa boîte. Il y a Karine. Vous l'emmenez jusqu'où, l'histoire? Alors, on l'emmène jusqu'à... Sans spoiler. Sans spoiler, mais on l'emmène jusqu'à un premier succès. C'est-à-dire qu'au fond, les salariés de l'entreprise ont fini par comprendre que c'était dans leur intérêt de développer des compétences. Les managers ont fini par comprendre qu'il fallait lâcher prise. Le rôle du management est essentiel dans ce type de dynamique. Vous appelez ça un New Deal? Oui, un New Deal, parce qu'effectivement, ça suppose de renverser un peu la vapeur, d'imaginer un peu les choses autrement. Quand on parle de management, on a tous en tête, il y a des modèles qui résistent énormément, les modèles très verticaux, très hiérarchiques. Qui s'usent, qui disparaissent, ou ils sont toujours là? Ils ont un peu la vie dure, et donc ils s'installent, et il faut faire tout un travail auprès du management pour qu'ils comprennent que ce qu'on attend de lui, c'est pas d'imposer les choses, c'est pas de dire les choses, c'est d'aller vers ce qu'on appelle les 4C, ces compétences du futur, la communication, la coopération, la créativité, le sens critique. Et c'est ça le rôle du manager, c'est de faire cohabiter ses collaborateurs autour de ses compétences clés. Indépendamment de Laurel Maty, qui effectivement apporte cette touch un petit peu artistique. Ah oui, qui est fondamentale dans l'ouvrage. Parce que c'est un peu la matrice, mais il y a tout le travail aussi didactique que vous proposez. Vraiment, ce livre est intéressant pour ça. Qu'est-ce que vous dites, vous, qui avez un regard finalement panoramique à travers vos structures, qui accompagnez des entreprises? Ça change lentement, ça se transforme. Comment ça se vit, vous qui les rencontrez, ces dirigeants? Eh ben, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante de la part des dirigeants. C'est-à-dire que le sujet des compétences fait partie maintenant de l'agenda stratégique. Mais entre le fait de mettre ça à l'agenda stratégique et de comprendre comment on arrive à créer une dynamique, il y a un écart qui est très important. Et c'est l'objectif de ce livre, de montrer finalement, d'ouvrir la boîte. La boîte, c'est l'entreprise. Et de comprendre comment on peut trouver les clés du succès, quelle doit être la remise en cause de la part du dirigeant, qui doit faire un pas vers l'autre. C'est ça, toute cette histoire qu'on raconte. Tome 1, quand on met sur un livre, même auto-édité, tome 1, ça veut dire que vous avez déjà en tête le tome 2. Il est déjà c'est juin, sur le métier. C'est ça, la compo est presque prête. C'est quoi le tome 2? C'est quoi la suite? Le tome 2, c'est le futur du travail. Future of Work avec Karine et Thomas. Alors on va voir, on va peut-être un peu changer les rôles. On va voir. J'aimerais bien d'ailleurs avoir une directrice générale plutôt qu'un directeur général. Vous inversez. Un peu de. Ouais, une femme un peu de au pouvoir. Un peu de diversité. Mais ces deux sujets sont extrêmement liés, si vous voulez. Le sujet des compétences et le sens qu'on arrive à donner autour de ce sujet des compétences est extrêmement lié à la qualité des emplois et donc à l'organisation du travail dans le futur. La qualité des emplois, c'est le contenu, c'est l'environnement de travail et c'est la rémunération. Et il nous semble que c'est un sujet majeur. Dans cet ordre ou vous le mettez dans le désordre? Parce qu'il y a un vrai débat là. Alors, si vous voulez, le sujet de la rémunération, c'est un sujet qui est relativement bien traité en France. On voit qu'il y a des négociations se passent bien. Le sujet de l'environnement du travail, il y a eu un fort investissement de la part des entreprises, avec le télétravail, avec la façon de repenser des espaces de travail. De notre point de vue, le sujet du contenu du travail reste un sujet à explorer profondément. Et c'est ça qui va permettre aux salariés de comprendre l'intérêt de développer de nouvelles compétences. Jérôme, avant de nous quitter, il y a le contenu du travail, mais il y a un autre sujet, on n'a plus le temps de le traiter, mais c'est aussi le rapport contractuel, la façon dont on contractualise une relation. Elle évolue aussi. Elle évolue énormément. Nous, on fait des enquêtes auprès des jeunes. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de la flexibilité. Ils veulent apprendre en continu. Et ils veulent avoir une part assez importante de relations digitalisées.
Mais c'est ces 3 sujets qui sont au cœur de leur préoccupation. Il va falloir que les entreprises s'y préparent. Le casse-tête du dirigeant qui a créé sa boîte au XXe siècle. Exactement. Avec des modèles qui doucement s'effritent. Voilà, qui s'effritent. Lisez, rencontrez Jérôme Mira. Avec grand plaisir. Et envoyez-moi des mails, je vous offrirai. Envoyez des mails, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que pour accéder à ce livre qui est à la fois drôle. Il y a des dessins aussi qui sont. C'est fait par qui les dessins? Alors, on a une agence de communication et donc on a fait travailler nos directeurs artistiques et nos créas sur le sujet. Écoutez, ça met en valeur vos collaborateurs. Merci pour le coup. Franchement, pour c'est très bien fait. C'est un livre intéressant et très documenté par ailleurs. Merci Jérôme Mira. Et puis passez le bonjour à Laurel Maty, votre co-auteur. Voilà pour le livre de Smart Job, c'est dans la boîte. Mail, c'est facile, vous trouvez facilement sur LinkedIn. Jérôme Mira. On fait une courte pause, on se tourne vers le cercle RH, les experts de Smart Job. Comme chaque vendredi, l'actualité est chargée. On va parler de l'index senior. Ça s'est pas bien passé à l'Assemblée nationale. On parlera du chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 2008. On parlera aussi du dialogue social. Ça se passe pas forcément très bien entre les partenaires sociaux. Et puis le coup de gueule de la CPME qui aimerait bien revoir le service minimum alors que nous sommes en plein mouvement social de ronde, de mouvement de grève. Voilà le programme. Il est riche, c'est juste après la pause et j'accueille mes invités. Non, mais c'est la première fois que je... C'est la première fois qu'on a je crois que c'est la première fois qu'on est à 3 femmes invitées dans le cercle. Ouais. C'est arrivé dans des débats. Ouais. Les DRH, tu vois, on manque pas de femmes. Oui. C'est quand même à 80% un métier. Oui, c'est vrai que féminisé, c'est féminin, quand même globalement. un métier, oui. Dans l'entreprise, ça et la com. Exactement, et l'aide à la personne. Ouais. Il était bien ce garçon que tu nous as envoyé. Il est bien ce garçon. Tu fais tout jeune. Je l'ai chambré et tout, tu vois, pour voir un petit peu. Je suis un peu salaud, je reconnais. Je l'ai un peu bisuté. Et en fait, vraiment bien, très structuré, très clair. Puis toi, il y avait quand même l'avocat France-États-Unis, voilà, qui est quand même un mec qui machin. Bon, très bien. Et il a bien aimé. Il a adoré. Ouais, c'est cool. Non, c'était bien. Il y avait une bonne énergie.
Il y a une bonne énergie sur ce plateau quand même. Ah oui. Toujours. Enfin, tu vois, et même les gens qui ont le plus peur, vous, c'est pas le cas, mais il y a des gens qui viennent apeurés, tu vois. Et ils disent il y a une bonne énergie quand même. Ah oui, c'est possible. Faut dire que le présentateur, le conducteur, l'équipe, c'est sympa. Mais c'est toute une ambiance. Salut l'équipe, d'ailleurs. Ça compte énormément. Tu vas à l'accueil d'une boîte, tu te fais jeter. C'est ça, on te dit, apprenez, asseyez-vous là, elle va arriver. Bon, même si le patron est sympa, tu te dis. Oui, la première impression de l'entreprise, c'est la personne qui est à l'accueil. Mais c'est celle qui te dit bonjour, tout de suite. Celle qui te dit bonjour, je vous offre un café, asseyez-vous, je prends vos manteaux, etc. Tu vois, c'est Théo, sympa, l'entreprise est sympa. Tu serais en Corée du Nord, tu aurais été viré. Alors que là, tu es dans un système capitaliste et libéral, et on autorise que tu te Non, mais non, il n'aurait pas été viré. Non, il n'aurait pas été viré. Il n'aurait pas été viré. Il aurait été emprisonné. Plateau. Oui, il fait froid, ouais. Je suis désolé. C'est un peu de ma faute. On va se réchauffer avec les débats. Ouais, c'est vrai que ça caille un peu là. Je sais pas pourquoi ils ont foutu la clim, je vais la virer. D'habitude, elle est moins forte. Je sais pas pourquoi. Là, ils ont nettoyé la clim. Hop, là maintenant, on va avoir chaud. Ok, c'est good, allez, on y va. Donc, on démarre par l'index senior. Les députés l'ont retoqué. Oui. Et il y avait, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pas un débat à l'Assemblée, mais on voit bien que la partie de droite a beaucoup poussé. Enfin, clairement, quoi. C'est que si ça passe pas, c'est que la droite n'a pas joué. Il manquait 30 députés Renaissance qui se cassent, et il manquait le MoDem, qui eux aussi disent bon. Voilà, donc en fait, ils envoient quand même des signaux forts là. Et l'index, en fait, le Medef, on voulait pas au départ, donc voilà. Et après, il y a le débat chômage, et je vous garde ma question parce que. Ah, c'est Entreprise et Progrès? Uniquement Entreprise et Progrès. Ah bon, je dis plus. D'accord, oui, sur la fiche, j'ai plus ta boîte. Je suis en train de changer. C'est ça, je vois. Je resterai. Je suis en... Ah, t'es en départ. Le cercle RH, une actualité très chargée. On va en parler avec mes invités. La baisse du chômage, l'index senior. On en a beaucoup parlé ici, notamment avec la NDRH qui portait cette question des seniors. On va parler aussi du dialogue social. Ça ne se passe pas forcément si bien que cela, ce dialogue social. Et puis la CPME, alors c'est un peu un serpent de mer qui dit qu'il faut revoir, évidemment, le service minimum pendant les grèves. On va en parler. Pascal Johannin est à mes côtés. Bonjour Pascal. Bonjour Arnaud. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Alors je ne manque pas d'évoquer l'Atlas permanent de l'Union européenne avec une nouvelle version. Oui. Oui. Et la prochaine fois, il y aura une nouvelle publication. C'est Mais bien. celui-là, c'est un intemporel qui permet de bien comprendre l'Union et les États membres qui la composent. 5e édition, et c'est un classique de culture générale si on veut s'intéresser à l'Europe. Véronique Reissout, merci d'être avec nous, fondatrice de Backbone Consulting, et vous avez toujours votre petit cahier avec l'opinion, le regard que porte l'opinion sur les sujets dont on va parler. Et Christine Duroux est avec nous. Bonjour Christine, vice-présidente d'Entreprise et Progrès. Absolument. Commençons par cette image, enfin cette petite animation très courte. Ça, c'est la réforme des retraites, article 2, avec un petit événement dans l'hémicycle, puisque 256 voix contre, 203 voix pour. Donc, les députés, avant-hier dans la nuit, ont repoussé l'index senior. Ça vous évoque quoi, cette question de l'index senior? Avec des modems absents, 30 députés Renaissance qui avaient disparu dans les couloirs et une partie de la droite, des LR, qui globalement se sont retirés. Véronique, peut-être un mot sur cette question-là. Ça dit pas mal de choses. La première des choses, c'est un sujet on va dire de la majorité, de la mauvaise gestion de la majorité et une majorité courte, ce qui n'est pas anecdotique parce que nous ne sommes qu'au milieu. C'est le 7 qui va compter. Voilà, le 7 et il y en a d'autres derrière. L'autre chose que ça raconte, c'est que globalement, on a des politiques qui ne sont plus dans une logique d'engagement dans la durée. On a des politiques à droite qui ont demandé un certain nombre de précisions sur l'index, des politiques au centre qui ont demandé là aussi des précisions et qui n'étaient pas là au moment du vote. Donc ça pose un autre sujet, c'est quel est le rôle réel dans le débat
des députés. Jusqu'où vont-ils quand on demande quelque chose que vous l'avez acquis et que vous ne votez pas? On peut se poser la question. Et enfin, il y avait un vrai sujet qui est sur l'index, et là, c'est peut-être plus le fond du sujet. Cet index, certes, le MEDEF n'en voulait pas, mais les citoyens non plus, pensant que c'était plus de l'ordre du gadget, que la réalité du sujet, c'est la représentation des seniors. La réalité, c'est, et on en parlera sans doute tout à l'heure sur la baisse du chômage, un sentiment et une perception par c'est pour ça que les je l'ai lié. seniors que... Les deux sont liés. Il y a une pas baisse si clair. Et en plus, il y avait un débat sur faut-il être dans l'intention, dans le déclaratif, dans le punitif. Enfin bref, il y avait beaucoup de sujets. Soulevés, pas de contraintes, on va y venir. Et effectivement, les chiffres du chômage, on va en parler, mais 7,2 au plus bas depuis 2008, qui vient faire évidemment écho à tout le débat qu'on va avoir. La question des seniors, entreprise et progrès, parce que chaque organisation a un peu son point de vue. Vous êtes sur quelle ligne? Qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a un débat de fond, pour garder en emploi des seniors qui, à partir de 60 ans, globalement disparaissent moi, déjà, du marché de l'emploi? Déjà, je vais dire quelque chose au nom de entreprise et progrès, et puis dirigeants d'entreprise et entreprise. Je suis personnellement heureuse, étant rentrée dans la catégorie des seniors récemment, que ce sujet soit d'abord sur la table, que l'on en parle. La question de l'agisme, c'est quand même à peu près la seule discrimination qui est absolument réelle et que tout le monde accepte dans l'entreprise depuis très longtemps. Donc on assume cette idée. Elle existe, il y a bien une discrimination à l'âge. C'est quand on a passé 55 ans, on est discriminé. Il y a une discrimination à l'âge dans l'entreprise par commodité inconsciente. Parce que on est plus cher, parce qu'on commence à calculer la sortie, parce que les systèmes de promotion, de valorisation, de gouvernance d'entreprise font qu'on favorise les jeunes. Christine, vous fréquentez, je vais donner la parole à Pascal, mais quand même, quand on interroge des cadres supérieurs, voire même dirigeants, et que vous leur dites, et toi, tu pousses un peu plus loin, ils vous répondent quand même, ils vous répondent beaucoup, non, je pousse pas plus loin, je prends mes droits et je m'en vais. C'est pas que l'entreprise qui est fautive. Non, bien entendu. Mais il y a aussi... je ne dis pas que l'entreprise... Je suis dirigeant d'entreprise, donc je ne dis pas que l'entreprise soit fautive. Je dis juste que l'index senior a un mérite énorme, c'est d'avoir mis sur la table cette question de cette dernière forme de discrimination qui n'est pas discutée en tant que telle. Et qui n'est pas réglée. Et qui n'est pas réglée. Puisque là, au moment où on se parle, il y a un index qui est retoqué. Il va être retravaillé, tout ça reviendra par amendement. Enfin, c'est de la tambouille. Mais quand même, c'est un sujet. Ça se passe comment ailleurs? Les seniors en Italie, les seniors en Espagne, en Allemagne? C'est simple. Le taux d'emploi des seniors est beaucoup plus élevé dans la plupart de nos partenaires, chez nos partenaires européens qu'en France. Plus de 60% en moyenne. Voilà, c'est-à-dire qu'en Allemagne, dans beaucoup de pays, être vieux n'est pas une tare, c'est pas... au contraire, on n'est pas vieux à 60 ans. Non, mais l'expérience est valorisée et il y a même une transmission parce que vous apprenez, il y a beaucoup de... Le système de l'apprentissage est beaucoup plus répandu aussi en Allemagne. Oui. Et donc, vous apprenez à la nouvelle génération qui va arriver. Et donc, ce qui expliquera sans doute aussi pour l'Allemagne, mais pour d'autres pays, que quand on parlera du chômage, que le chômage des jeunes est beaucoup moins fort dans certains pays qu'il ne l'est chez nous. Voilà, parce que nous, on a en effet des gens qu'on fait partir un peu tôt et on a un chômage des jeunes qui reste élevé. C'est vrai. Qui a baissé, il faut le préciser. Voilà, donc si on a en effet une politique d'accompagnement où on valorise le travail, notamment dans les dernières années, pour pouvoir avoir en effet peut-être une meilleure retraite aussi, pour que ce ne soit pas seulement... Et puis qu'on transmet à des nouvelles générations des choses comme ça, on y gagne à la fois sur la compétitivité et sur tous les indicateurs économiques. Donc c'est gagnant-gagnant. Ouais. Il faut se poser la question pourquoi chez nous, à 55 ans, l'entreprise ne valorise pas davantage les seniors. Que dit l'opinion sur cette question-là? Parce que les seniors... n'est pas aussi angéliste que... elle est plus distante. D'abord parce que la notion d'emploi, ça serait une bonne nouvelle si on pouvait le massifier et considérer que l'emploi est donc un tout. Le deuxième point, c'est que le sujet du senior, alors on ne va pas dire vieux, on va dire senior parce que c'est moins vexant, mais la réalité, c'est que, je vous rappelle que c'est à partir de quel âge? Il y a 45, 55, ça dépend des critères. Donc 45, on peut se poser la question. Ensuite, on en avait déjà parlé ensemble d'ailleurs, la représentation dans toutes les enquêtes qui sont faites par les instituts, par les think tanks ou par les entreprises. Je vous rappelle quelle est l'icône qui est utilisée? Le monsieur avec la moustache et la canne. La canne. Donc en fait, c'est un ensemble d'idées reçues qui font que. Ensuite, vous avez une réalité... C'est vrai que le débat est là. On l'a. Le débat est là. L'autre sujet, c'est le sujet aussi de l'incitation au départ. Et donc,
il y a une réalité quand même quand vous avez des plans sociaux, des Clairement. PSE, enfin voilà. Il y a une Chacun réalité. tend la main à l'autre, il faut le dire. Voilà, c'est plus simple. Et enfin, par rapport aux pays européens, vous avez des réalités de systèmes qui sont très différents. La notion du binôme, du transfert, par exemple, n'existe pas en France. Il y a eu une tentative par le gouvernement avec un jeune, un emploi, et se dire qu'on allait les accompagner. Mais c'est pas ainsi que ça fonctionne. Donc globalement, c'est une révolution presque culturelle qu'il faudrait mener. Et donc, c'est malheureusement pas un pauvre index. En tout cas, l'opinion publique ne croit pas que un joli index déclaratif changera les choses. Oui, il y a eu le débat de Hero Hollande qui avait créé finalement cet index pénibilité qui avait été retoqué lui aussi. Donc on a beaucoup de mal aussi à définir ces règles qui permettent à quelqu'un de partir plus tôt ou pas, et quelles sont les règles qui le feront partir plus tôt. Et puis ça c'est dépend l'enjeu. L'emploi des jeunes, l'emploi des seniors dans les autres pays n'est pas lié à un index. Hein, voilà, donc il n'y a pas d'index. Ça c'est précis. Non, mais je parlais Le chômage, les chiffres restent stables. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est au plus bas niveau depuis 2008, avec une reprise chez les jeunes. Il faut quand même préciser que ça remonte un peu, mais on est à 0,1 point de moins, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est symbolique. C'est assez paradoxal parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le gouvernement communique peu sur les très bons chiffres du chômage qui baissent là depuis quelques mois. Il n'y a pas de communication. Comment vous l'expliquez ? Il devrait être extrêmement fier. Est-ce que c'est pas lié au débat retraite qui vient percuter sa communication ? Alors c'est clairement lié au débat retraite. On l'entend pas. Dire aux gens il va falloir partir plus tôt ou plus tard, je veux dire. Et ça marche pas avec des bons chiffres comme ça. Pas. Et ensuite, la notion de ces chiffres, c'est pas le moment de les sortir parce qu'ils sont extrêmement controversés, critiqués. La perception n'est pas la même que celle des chiffres eux-mêmes. Les situations de nouveau sont très différentes. Et donc globalement, fanfaronner n'est pas une bonne idée. Et pour une fois, le gouvernement a pris la bonne mesure du ne pas la ramener sur le sujet. C'est pas forcément le plus utile. En revanche, dans l'univers B2B, ou en tout cas entre professionnels, c'est un vrai sujet. Et là encore, les situations sont quand même très contrastées parce qu'on est en train de donner un chiffre global. Et quand on rentre dans le détail, c'est pas si simple. Et puis, il y a toujours la notion de, OK, le chômage a baissé, mais de quel type de travail on travaille, on parle de quel type de contrat, de quelle là vous envoyez la balle. Et voilà. C'était le débat qui avait été posé, je me rappelle, en Allemagne, quand ils avaient créé ce SMIC qui n'existait pas. Ça avait été ce débat de... OK, en Allemagne, on travaille beaucoup, mais il y a aussi des gens qui font 1, 2, 3 boulots pour réussir. Les mini-jobs. Enfin, c'est à l'américaine. C'est ça qui est posé aussi à travers ces chiffres. Du coup, j'anticipe la question qu'Arnaud va me poser. Et comment ça se passe ailleurs ? Les Allemands sont en dessous de 3% de chômage aujourd'hui. Les Allemands. Nous sommes à 7,2. La moyenne européenne, c'est à 6,1. Ben voilà, on est à 7, ils sont à 3. Et bon, voilà. Donc, on ne le rappelle jamais assez que les Allemands sont à 3. Voilà. Et les États-Unis sont à 3,5. Donc, si vous voulez. Mais sur un modèle anglo-saxon, Pascal, le chômage, c'est bien, c'est très bien que la France soit arrivée en effet à 7%. On fait mieux que l'Italie, on fait mieux que l'Espagne et mieux que les Grecs, hein, puisque malheureusement, on a encore un taux de chômage à 2 chiffres. Mais. Quand on se compare, on se dit que on peut encore mieux faire et que donc l'emploi et le taux de chômage peuvent être encore diminués puisque certains de nos partenaires qui ont d'autres politiques et qui ont fait qui ont aussi un modèle de social arrivent à faire mieux. Avec un marché du travail qui est européen, donc on est à peu près sur des mêmes zones. Voilà. Christine Duroux, chef d'entreprise, il y a eu la réforme de l'assurance chômage. Celle-ci, elle réduit la durée d'indemnisation. L'idée philosophique, c'est de ramener plus rapidement les personnes en emploi, créer un choc et de dire j'y vais, je prends l'emploi. La question qui est posée, c'est je prends un emploi, mais pas celui que je souhaite. Je prends l'emploi qui passe pour avoir un emploi. Cette question-là, elle traverse aussi votre institution Entreprise et Progrès, c'est de se dire, un emploi, mais pourquoi faire ? C'est tout le débat du sens. C'est tout le débat du sens. Pourquoi je bosse, quoi ? C'est tout le débat du sens, qui est d'ailleurs aussi lié à la réforme des retraites. Sur la question du chômage, je trouve étonnant personnellement qu'il y ait ce décalage entre une vision macro qui est plutôt positive et une vision micro qui interroge, puisqu'il y a à la fois des chefs d'entreprise un peu tétanisés. Ça fait 1 an qu'on dit on trouve personne. Donc est-ce que ça tétanise et que ça fiche ? L'autre question que je pose, j'ai pas la réponse, que je me pose, c'est diminuer. Il y a un chômage interstitiel qui est juste quand les gens bougent. Jusqu'où faut-il être content que ce chômage interstitiel soit tout petit, parce que ça veut dire que la situation est figée et qu'au fond il n'y a pas de dynamique. Et ça, c'est une équation, j'ai pas la réponse, mais je me demande si tout le monde n'est pas aussi un peu paralysé dans cette idée de il va y avoir la récession et où je ne vais trouver personne. Voilà, Mais c'est une quadrature que les autres pays européens ont, parce que il y a
il y a une forte accélération après Covid. Tous les pays européens ont été touchés par le Covid, ils ont vécu la même chose. Donc il a fallu évidemment mettre du charbon dans la machine et au même moment, ils ont ces problèmes de sens, de débat autour du travail. J'ai l'impression que c'est universel ça. Oui, Pascal bien sûr, il y a des métiers qu'on ne veut plus faire, c'est un peu partout, et on voit bien qu'il y a des pénuries dans certains domaines où il y a de la pénibilité. Donc débat sur l'immigration. Mais il y a aussi une prise en charge de la valorisation du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Et dans certains pays, c'est plus valorisé, on est incité à aller travailler. D'ailleurs, il n'y a pas de compensation, il n'y a pas un système qui permet d'avoir des indemnités. Donc aux États-Unis, c'est clair, et dans certains autres pays aussi, c'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Donc à un moment donné, il faut mettre, pour vivre, il faut bien avoir un peu de... Sinon, on se retrouve dans une marginalité qui est une précarité. Une précarité, que j'évoquais en Allemagne. Voilà. Donc, et en Allemagne, où il n'y a pas eu de longtemps de salaire minimum, il y a encore quelques pays qui n'en ont pas. Il faut d'ailleurs, il y a encore 6 ou 7 qui n'ont pas de salaire minimum, mais parce qu'il y a des accords de branche et il y a des systèmes différents. Mais en Allemagne, ils y sont venus, mais ils avaient déjà une situation de travail, parce que, il y a l'apprentissage, donc on accepte de faire des métiers techniques, c'est pas dévalorisé, on travaille plus longtemps, voilà, donc c'est... L'Allemagne, tout ce ça, fameux modèle allemand qu'on nous a présenté. C'est un modèle allemand, parce que tout n'est pas transposable. Qui nous servait un peu de cible pour l'alternance, par exemple. Voilà, mais on voit que dans tous les pays, sur la question des retraites, on n'y revient pas, mais sur tous les pays ont augmenté, même le Portugal, qui est un gouvernement de gauche, a mis la retraite à 67 ans. Nous, on n'y arrive pas, et on a des débats, comme vous l'avez montré. Et des manifs. Voilà, et des manifs. Donc, on est regardé par nos partenaires européens comme les vilains Gaulois. Les Gaulois qui n'arrivent pas à se réformer. Il nous reste peu de temps, le débat est passionnant, mais je ne voudrais pas qu'on se quitte. regarder que comme des Gaulois. Ouais. On aura le temps d'en parler. Oui, peut-être pas que comme des Gaulois, en Non. effet. Un débat sur le dialogue social, il vient vraiment faire écho à tout ce qu'on voit dans l'actualité nationale, les banderoles, un cortège, des syndicats unis. Et quand on analyse le cabinet d'expertise Syndex qui fait une étude avec l'IFOP, on voit, et ça c'est assez intéressant, il y a ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire les mouvements, le mouvement social, les petites phrases dans les médias, puis la réalité des CSE. Donc Les CSE, voilà. c'est pas des syndicats. Et on est d'accord. Parce que là, on voit quand même une étude où les syndicalistes, qui sont dans l'ombre, tirent la langue, ont un mal fou à gérer leur dossier. On n'a pas amélioré le dialogue social pour autant dans l'entreprise. Je ne parle pas de ce qui se passe. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Non. 2008, il y a une réforme et Macron a réformé derrière. Mais l'étude en question, le terrain a été fait à un moment, Ouais. Date un peu. Ensuite, le problème d'un terrain, c'est... Automne 2022. Oui, mais c'est vieux. C'est vrai. Il y a la réforme des retraites entre-temps. Il y a eu une perte de confiance on va dire, de l'opinion, au sens ça, parce que là aussi, il faudrait rentrer dans un peu plus de finesse, mais on va dire que globalement, défiance des politiques, défiance des corps intermédiaires, voire disparition. Mais qui se relance depuis quelques semaines. Voilà. Mais la réforme de retraite a changé des choses. Eh oui. Première chose, c'est que les citoyens ont l'impression que les syndicats jouent un rôle protecteurs, qu'ils jouent un rôle. Ils n'ont jamais eu une pétition intersyndicale lancée sur Change à 1 million de signatures en 3 jours. Et de l'adhésion, hein. Et ils n'ont jamais enregistré autant de progression d'adhésion depuis quelques jours. Donc, clairement. Je ne dis pas que cette étude n'est pas intéressante, mais elle est... un peu décalée. Ensuite, si je vous pose une question sur la réalité du rôle d'un CSE, ça n'est pas du tout la même chose que la réalité d'un lien et d'un rapport de force dans... Ou du négo au ministère. Voilà. Et c'est vrai. Donc, d'ailleurs, quand vous regardez dans cette étude, c'est plutôt positif sur ce qui est de l'ordre... on va dire du bien-être au travail et de la réalité des conditions de travail. En revanche, dès qu'on parle du pouvoir d'achat, qui est le seul sujet qui intéresse, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le chômage était une préoccupation constante dans l'opinion publique jusqu'à globalement la fin de l'année, les premières difficultés autour de l'inflation. Aujourd'hui, le premier sujet, c'est le pouvoir d'achat. Et non seulement c'est le premier sujet, mais tous les sujets sont vus à l'aune du pouvoir d'achat. Donc le chômage aussi, et donc les négociations avec les sociales aussi. Christine, et pour conclure, Pascal, ce dialogue social, vous, dans l'entreprise, parce que c'est souvent une crispation pour le chef d'entreprise qui se dit, il y a les NAO, il faut que je discute avec les syndicats, c'est des moments un peu compliqués, on le voit d'ailleurs là dans l'étude, mais les syndicats, en plus, se refont, je dirais, une jeunesse avec ce mouvement social. Les Français disent, après tout, eux sont unis, l'Assemblée fait n'importe quoi, ils sont calmes, il n'y a pas de violence, ça donne une image quand même de puissance quand même là.
La seule réponse que je pourrais faire, et c'est un peu Entreprises et Progrès, c'est que d'abord on est content que le dialogue, que les syndicats soient à nouveau c'est bien présents, d'entendre, etc. Non, mais c'est bien, parce que se dire tout est dans l'individu, personne ne le souhaite. En revanche, je pense qu'avec la notion de dialogue social, il y a deux problèmes. Un, la notion de dialogue. Ça se passe où, avec qui, quel mode de gouvernance pour que le dialogue ait vraiment eu lieu. C'est plutôt le CSE, là, à votre niveau, c'est un CSE. Pas seulement, pardon. D'accord. Pas seulement. Et le deuxième, c'est social. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le social, on est aussi dans le sociétal. Le bien-être. Au quotidien, au-delà du bien-être, avec les questions d'environnement, des parties prenantes, etc. Donc moi, cette notion de dialogue social, il faut complètement la remettre à plat. Et retirer le mot social, peut-être, et réinventer un nouveau... Le dialogue sociétal, ce serait déjà bien. Sociétal, vous avez raison, c'est la qualité de vie au travail et c'est le bien-être même des élus eux-mêmes qui se plaignent de leurs conditions. On l'a évoqué rapidement, mais c'est ça. Sans répéter toujours la même question, Pascal, ça se passe comment ailleurs? J'ai évidemment la connaissance un peu du mouvement social et syndical en France. En Allemagne, on nous dit tout se passe très très bien, c'est un dialogue très ouvert, il n'y a pas de tension. Ça n'a rien à voir, parce qu'en Allemagne, déjà, dans un conseil d'administration, les syndicats sont présents. Ben oui. Donc, les dans la représentants gouvernance des salariés sont présents. Ça existe en France, Pascal, aussi. Oui, mais là, c'est systématique. C'est systématique. Oui. Et c'est dans toutes les entreprises. C'est vrai. L'image, alors encore une fois, c'est un peu modélisé, mais c'est juste pour aller vite. Vous avez raison. En France, on estime en effet, vu d'Europe, que les syndicats sont... il y a une sous-représentativité des syndicats et que c'est des syndicats qui sont plutôt des syndicats de la fonction publique. Et que les gens qui manifestent sont des gens qui ont un avantage, un emploi à vie, etc. Et que c'est pas en effet une représentativité de l'entreprise, voilà. Et donc ça biaise. Et le syndicat dans le privé est puissant en Allemagne. Que les médias parlent beaucoup de la CGT, mais la CGT n'est plus le principal syndicat français. Donc, c'est vrai. Et dans le privé notamment. Voilà. Donc il faut Donc cette image un peu rapide du truc, c'est que ailleurs on essaie en effet d'avoir un dialogue. Alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, avec en effet la société, de telle manière à ce que tous ont un rôle à jouer et qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres pour un bien qui soit celui de la collectivité. Merci. Vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs? Si. Vous êtes d'accord. Merci à vous, mesdames. J'ai un petit peu dépassé parce que ce débat est passionnant et il nous manquait évidemment la CPME, mais on en reparlera parce que la CPME va régulièrement se plaindre de ce service minimum qui n'est pas respecté, notamment dans les transports publics. Et oui, on le vit tous. Merci Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci à Véronique Reissoult, CEO fondatrice de Backbone Consulting. Et merci à vous, Christine Duroux, vice-présidente d'Entreprise et Progrès. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, le recrutement et la formation des jeunes, les NEET, j'aime pas ce mot non plus, accompagnés pour être testeurs ou testeuses de jeux vidéo. On en parle juste après. Fenêtre sur l'emploi, on termine par un côté ludique, mais très créateur d'emploi, les jeux vidéo. Devenir testeur, testeuse de jeux vidéo à travers une formation qualifiante qui va permettre d'accéder ensuite à un emploi. On en parle avec Marianne Tostivin. Bonjour Marianne, vous êtes la coprésidente de Capital Games. Alors on va essayer d'expliquer. Vice-présidente, plusieurs entreprises autour d'un cluster qui travaille justement autour de ces formations. Est-ce que je dis juste? Alors en fait, Capital Games, c'est effectivement un cluster qui regroupe les principales entreprises de jeux vidéo d'Île-de-France et qui porte un projet de formation qui s'appelle Avenir en jeu, deviens QA testeur, testeuse de jeux vidéo. En fait, ça part d'un constat qu'on n'a pas assez, on a du mal à recruter sur ces métiers et qu'on manque un petit peu aussi de mixité de genre, mais aussi de mixité sociale dans le jeu vidéo. On a beaucoup de formations de qualité, mais pas forcément... Onéreuses. Voilà, c'est ça. Il n'y en a aucune gratuite. Or, Avenir en jeu, c'est une formation qui est même rémunérée. Les jeunes qui la suivent à l'heure actuelle sont rémunérés. Ça a démarré en octobre dernier. C'est ça, c'est une formation de 7 mois. Donc là, la première session, elle a commencé en octobre. Les 4 premiers mois, donc c'est de l'enseignement vraiment théorique. Les 2 premiers mois, c'est général sur aussi... donc c'est des jeunes de 18 à 25 ans. Alors, juste un mot, c'est des NEET. Alors, c'est un mot qui est
qui est très moche, mais qui sont globalement des jeunes décrocheurs, Exactement. femmes et hommes, Seine-Saint-Denis et Paris, Exactement. que vous allez chercher, donc que vous sortez de leur situation, qui est quand même une situation souvent de précarité, de difficulté, et que vous réinsérez dans ce parcours de formation. On est bien Voilà, d'accord. c'est de la réinsertion professionnelle, en effet. C'est fait en partenariat, du coup, avec des écoles du jeu vidéo. Dedans, il y a déjà Isard Digital, il y a Play Lab aussi, qui est une coopérative qui fait du test. On a également l'école de la deuxième chance, qui nous a aidé à recruter ces jeunes, dont le métier, c'est de faire l'insertion professionnelle. Et voilà, c'est un projet qui est soutenu par la région Île-de-France. C'est pour ça qu'on recrute des jeunes en région Île-de-France. Quelques chiffres, plus 41% d'annonces d'emploi en 2021 dans le secteur du jeu vidéo, ce qui veut dire qu'il y a des besoins et il y a des enjeux. Et puis c'est une industrie qui pèse 5,6 milliards d'euros. Donc ça veut dire que la France est bien placée sur ce marché du jeu vidéo, on le sait. Ça veut dire que ces jeunes ont une place à prendre. Comment vous les sourcez, ces jeunes? Comment on va les chercher? Parce que les NEET, c'est le casse-tête des missions locales, de Pôle emploi, qui disent on a des jeunes qui ont décroché depuis un certain temps, mais on ne sait pas aller les chercher, on ne sait pas comment on fait. Parce que cette formation, elle leur apprend à tester des jeux vidéo et c'est formidable, mais j'imagine qu'elle doit leur apprendre à se lever tôt le matin, arriver à l'heure et avoir un savoir-être, enfin j'imagine. Oui, alors, donc c'est du coup avec l'école de la deuxième chance qu'on les a sourcés, parce que c'est vrai que les professionnels du jeu vidéo, c'est pas notre métier, d'aller les chercher. Donc c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec cette institution. Mais en fait, après, on a fait aussi une petite sélection sur parce qu'on avait besoin... Il y a les 2 premiers mois de formation, on traite justement de ces problématiques-là, des soft skills, effectivement, la motivation, le savoir-être en entreprise. Sauf qu'on est sur une génération qui a connu du coup les années Covid. Donc en termes de comment est-ce qu'on vit ensemble, ils n'ont pas forcément été aidés. Voilà. Du coup, il y a les 2 premiers mois de formation qui sont sur ce sujet-là. Les 2 mois suivants, c'est vraiment beaucoup plus technique sur le jeu vidéo, une approche générale des différents métiers. D'accord. Et puis vraiment, après, on rentre dans le détail du test. Et ensuite, il y a 3 mois de stage en entreprise. Justement, c'est la question que je vais vous poser. C'est une fois qu'on les a un peu structurés, un petit peu remis en selle, dans leur confiance aussi, il y a de la formation, du hard skills, puis après il y a le stage. Exactement. Et après, alors là, on est encore un petit peu jeune, puisque la première cohorte n'a pas terminé sa formation. Là, il commence le stage cette semaine. Donc ça veut dire quoi derrière vous, chef d'entreprise, vous dirigez aussi une structure, vous travaillez dans des structures, vous les embauchez, comment ça se passe? C'est l'objectif. C'est ça le but. C'est qu'à la fin de cette formation, soit ils reprennent un cursus, soit ils reprennent des études parce qu'ils ont envie d'aller plus loin, soit effectivement qu'ils rentrent dans le monde du travail, soit en restant dans les entreprises qui les ont pris en test, parce qu'il y a un vrai besoin en QA. Aujourd'hui, il y a très peu de formation QA, donc il y a vraiment... soit dans d'autres entreprises, le QA et le test, on le fait beaucoup dans le jeu vidéo, mais on le fait aussi dans toutes les entreprises de la tech. En fait. Je ne veux pas qu'on se quitte avant que vous nous ayez dit quand même c'est quoi tester un jeu vidéo en 10 secondes. Parce qu'on fait les malins, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors ça va être, déjà c'est y jouer, y rejouer et y rejouer, donc c'est pas toujours si drôle que ça. On s'imagine que c'est un truc un peu magique, mais ça peut être un petit peu rébarbatif. C'est vérifier qu'il n'y a pas de bug, c'est vérifier que ça correspond bien à ce qui a été défini par les équipes de concepteurs, et puis c'est aussi tester tout ce qui est expérience utilisateur. Ça va pouvoir donner des retours. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? À quel moment on s'ennuie? J'ai tout compris. Effectivement, c'est pas que du ludique, c'est aussi un travail. C'est clairement un travail qui demande beaucoup de rigueur. Merci Marianne Tostivin d'être venue nous rendre visite. Vice-présidente, je ne me suis pas trompée, de Capital Gains. Exactement. Voilà, c'est ce cluster d'entreprises et qui accompagne ces jeunes pour les remettre sur le chemin de l'emploi. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci pour tous vos messages évidemment sur les réseaux sociaux. Je serai là évidemment lundi pour de nouvelles aventures. Merci à Théo pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat bien sûr et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir de partager ces émissions avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.